Alors, bonjour à tous. So good morning to all. Merci d'être venus aussi nombreux. On peut peut-être faire un petit tour justement de qui vous êtes avant qu'on se présente tous, parce que vous agitez les drapeaux européens, merci. Il y a plusieurs lycées, alors je ne sais pas si les professeurs justement de chaque lycée, il y a un micro dans la salle. Vous pouvez vous présenter en disant d'où vous venez en Normandie, puisque vous êtes tous des lycées normands. Qui veut commencer ? Voilà, alors le micro va arriver, très certainement. Attention au drapeau. Oui, bonjour. Nous sommes le lycée Aliendé d'Hérouville-Saint-Clair. Voilà. Hérouville-Saint-Clair, juste à côté de Caen. Un autre ? Bonjour à tous, nous sommes le lycée agricole de C dans l'Orne. Des compatriotes, on vient du lycée agricole de Vire, nous. Bonjour tout le monde, nous sommes le lycée Jeanne d'Arc de Caen. On repart à Caen. Bonjour à tous, nous sommes le lycée Charles de Gaulle à Caen. Le lycée Charles de Gaulle à Caen. Un peu moins nombreux, mais ils sont là, ou alors... on fait courir, hein, on fait courir. Bonjour, nous sommes le lycée des Bruyères. Alors, on va demander un petit peu de silence, parce que sinon, même avec le micro, on n'entend pas justement quel autre établissement est avec nous. Le lycée des Bruyères de Rouen. Rouen, donc on repart plus loin dans la Normandie. Bonjour. Nous sommes le lycée Jean Moulin des Andelys. On reste à côté de Rouen. C'est dans l'Eure, bien sûr. Bien sûr. Bonjour, lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Rouen. C'est bien géographiquement, vous prenez la parole. Super. Bonjour tout le monde, nous sommes le lycée Sainte-Marie à Caen. Et on revient à Caen, Bonjour, lycée Cours Notre-Dame à Douvres. à Douvres. Donc, pas trop loin de Caen, on y était lundi dernier. Bonjour, nous sommes le lycée Maupassant à Fécamp. À Fécamp. On repart plus loin. Et Bonjour, nous sommes le lycée Gilbert Martin du Neubourg. du Neubourg, on repart dans l'heure. C'est bon, tout le monde s'est présenté. Eh bien bravo, merci à tous d'être revenus. Non, ce n'est pas la fin de l'atelier, c'est simplement le début de l'atelier. Cet atelier s'appelle justement l'indice Normandie, comprendre les menaces pour préserver la paix. Nous avons plusieurs intervenants et dont les co-auteurs de l'indice Normandie qui vont pouvoir échanger avec vous, plus une autre intervenante que nous attendons et qui va bientôt arriver. Dans cette attente, on va vous présenter ce qu'est le collectif normand européen. Le collectif normand européen organise cet atelier. Il est coordonné par les 3 centres Europe Direct Normandie. Donc nous avons une représentante de l'Europe Direct Normandie-Eure qui est située à Évreux, donc Salomé Limry de la Maison de l'Europe de l'Eure. Bonjour. Voilà. Et on retourne sur Caen. Donc on accueille aussi Ophélie Bouin qui est du centre Europe Direct Normandie Caen, et avec une petite précision peut-être, pas que Caen ? Oui, nous sommes également basés en point relais à Rouen. Voilà, et qui est porté par le Centre régional d'information jeunesse, Info Jeunes Normandie, et moi-même et ma collègue Béatrice, nous sommes un centre Europe Direct aussi Normandie, mais à Vire, et aussi situé dans un lycée agricole, au lycée agricole de Vire, ça c'est pour le lycée agricole de C, voilà. Donc nous sommes 3 centres Europe Direct en Normandie, donc missionnés par la Commission européenne pour faire de l'information sur l'Union européenne à tout public. Et nous ne sommes pas les seuls en Normandie à faire de l'information sur l'Union européenne, à aller rencontrer les citoyens. Nous avons donc constitué tous ensemble avec les autres acteurs le collectif normand et européen. Donc nous avons aussi des représentants de ce collectif. Vous pouvez voir sur la carte le mouvement européen de Cabourg qui est ici sur les chaises du premier rang. Voilà.
mesdames. Nous avons aussi dans ce collectif la Maison de l'Europe de Seine-Maritime. C'est peut-être pour ceux qui sont de Fécamp, justement, donc qui est située au Havre. Et il y a également une autre section du mouvement européen en Seine-Maritime, donc à Rouen. Donc vous avez sur la carte à peu près nos localisations. Vous avez aussi nos coordonnées. Alors vous voyez peut-être pas très bien sur le diaporama, mais vous tapez simplement Réseau Europe Direct Normandie, Collectif Normand Européen dans Google. Vous allez nous trouver. Et n'hésitez pas, individuellement ou par rapport à vos établissements, à nous contacter. C'est vraiment notre mission de vous informer, de faire des choses aussi, des actions avec vous. On en reparlera. Il y a notamment une action importante qui nous attend en 2024. Et voilà pour les organisateurs et les animateurs de cet atelier, mais nous avons aussi le plaisir d'accueillir les co-auteurs de l'indice Normandie. Je vais les laisser se présenter et on va justement les resituer sur aussi une diapo. Oui, bonjour. Bonjour Normandie, parce que c'est toute la Normandie. Moi, je m'appelle Elena Lazaro et je suis la chef d'unité de politique externe dans le service du Parlement, de recherche du Parlement européen. Notre service est un service qui est un peu académique. Ce qu'on fait essentiellement, et moi et mon collègue, nous pouvons discuter et parler de ça après si vous avez des questions. On aide les députés avec leur travail en répondant des questions qu'ils ont sur les faits de la politique internationale, de la politique externe, le développement, le commerce international, les relations diplomatiques, la sécurité et la défense. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on répond chaque jour aux questions des députés. Et en même temps, nous avons notre production de publications, d'analyses, comme l'indice Normandie que vous avez ici, ou vous aviez ici, parce que maintenant vous l'avez pris, et je suis très heureuse. Nous avions quelques copies ici. Alors, plusieurs analyses et plusieurs publications dans des sujets de la même matière, de politique externe, pour les députés, mais aussi pour la société civile, les élèves, le public général. Voilà, merci. Je m'appelle Branislav Staniček, je travaille avec Elena, donc dans le service de recherche du Parlement. Mes domaines de recherche, c'est surtout les pays de voisinage, donc voisinage sud, mais aussi de l'Est, comme l'Ukraine. Et avant de travailler à Bruxelles, j'étais à la Fondation pour l'innovation politique qui était à Paris. Merci. Et en effet, sur le diaporama que vous voyez à l'écran, donc vous voyez où est situé le Parlement européen. Et le Parlement européen représente en effet les citoyens que nous sommes, les citoyens européens. Et quand je vous parlais d'un événement qui sera très important en 2024, peut-être que vous n'aurez pas l'âge, vous n'aurez pas 18 ans en 2024, peut-être que certains d'entre vous, oui, mais vous êtes aussi des vecteurs d'information. Donc le 9 juin 2024, en France et ailleurs dans d'autres pays de l'Union européenne, nous voterons pour élire nos députés européens qui travailleront avec Elena et Branislav aussi. Donc c'est vraiment un temps fort pour nous. Nous allons accueillir aussi Valérie Drezé-Humez, qui est la chef de la Commission européenne en France. Dans chaque État membre de l'Union européenne, il y a une représentation à la fois de la Commission européenne, mais aussi du Parlement européen. Et donc Valérie Drezé-Humez, qui va nous rejoindre bientôt, travaille à la Commission européenne. La Commission européenne, dans ce schéma, est vraiment au cœur des institutions. Donc on voit nos chefs d'État et de gouvernement qui donnent les grandes orientations, la Commission européenne qui est là au cœur pour faire aussi le lien avec le Conseil de l'Union européenne, les ministres de l'Union européenne, une loi sur l'agriculture par exemple, ce sont les 27 ministres de l'agriculture qui se réunissent et qui décident, et évidemment avec le Parlement européen qui au fil des ans gagne de plus en plus en importance pour nous représenter tous les 447 millions d'habitants dans l'Union européenne. Voilà pour cette petite présentation.
Et donc cet atelier qui s'appelle l'indice Normandie, comprendre les menaces pour préserver la paix, va nous permettre justement de voir comment cet indice peut servir à orienter les actions de l'Union européenne, à décrypter aussi ce qui se passe, et notamment ce qui se passe avec le conflit en Ukraine et les différentes menaces en fait, auxquelles sont confrontés les États, mais aussi qui impactent les populations et qui nous impactent donc nous également. Donc c'est l'objectif de cet atelier. Et on souhaitait savoir justement si vous... Alors vous l'avez dans les mains puisqu'il a été diffusé, bien sûr. Vous le retrouvez aussi sur Internet, sur le site du Forum Normandie pour la paix. On va passer à une question Slido, mais avant ça, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, le but de cet atelier, c'est que ce soit aussi interactif et qu'on ne soit pas tout seul à travailler, mais vous aussi. Vous allez pouvoir donner votre avis. Pour ça, vous allez pouvoir et avoir le droit, on vous autorise de prendre votre téléphone portable et d'aller sur le site slido.com. C'est une application interactive qui permet de répondre à des questions en temps réel et qui nous permettra en fait, et aux intervenants qui sont là, de rebondir directement sur ce que vous pensez, sur ce que vous connaissez aussi. Donc slido.com sur Google ou sur le moteur de recherche que vous utilisez, et ensuite on va vous demander un code juste après le hashtag, et là vous avez donc Normandie pour la paix, NPP 2023 à taper, tout en majuscule. D'accord ? C'est le premier lien normalement qui apparaît lorsque vous tapez sur votre moteur de recherche. C'est une application où il y a du vert, slido.com, Normandie pour la paix 2023. Et donc là, vous allez pouvoir normalement arriver sur un espace qui est vide. Donc je crois que vous pouvez mettre votre prénom dessus. Donc mettez bien votre prénom, qu'on puisse savoir d'où viennent les questions si jamais on veut interagir avec vous. Et les questions apparaîtront au fur et à mesure. Donc vous pouvez garder la connexion ouverte. Normalement, vous arrivez sur un espace et les questions apparaîtront au fur et à mesure. NPP 2023. Alors, on ne va pas faire un sondage général si ça marche pour tout le monde, mais est-ce que vous arrivez à vous connecter pour la plupart ? Juste un petit hochement de tête ? Oui. Ouais, ça a l'air de fonctionner à peu près. Okay. Si jamais, dans le cas où ça ne fonctionne pas, on va travailler en collaboration, en bonne intelligence. Vous discutez avec votre voisin ou votre voisine et puis vous partagez les questions. Voilà, ça m'a l'air d'être pas mal pour tout le monde. La connexion est ouverte pendant tout le débat. Si jamais ça vous déconnecte, vous pouvez vous reconnecter. Slido.com, NPP 2023. Et on enchaîne, je pense que vous allez peut-être déjà même avoir une première question qui risque d'arriver. Donc, la première question, connaissez-vous l'indice Normandie pour la paix ? C'est l'indice Normandie, normalement. On a rajouté pour la paix. D'accord. Donc, voilà la question qui apparaît normalement sur votre téléphone. Donc, vous êtes 102 participants, 103 à avoir répondu. Donc, ça fonctionne. C'est pas mal, 105. Alors, je pense que vous avez quasiment tous et toutes pu répondre. Je vous propose qu'on regarde les résultats pour voir si vous connaissez cet indice-là. Et donc, à 78%, non. Vous ne connaissez 79, non, vous ne connaissez pas l'indice Normandie. Donc, c'était intéressant de faire un atelier sur l'indice Normandie. Et Elena, justement, pouvez-vous nous en dire plus sur cet indice pour qu'on le découvre mieux, peut-être aussi son histoire, puisque vous le disiez, c'est l'indice Normandie, initialement peut-être indice Normandie pour la paix. Pourquoi ? Un lien avec la région Normandie plus fort ? Oui, merci beaucoup. Mais avant de commencer, je voudrais aussi faire un slido, mais ce n'est pas un slido, c'est un sondage. Je voudrais savoir entre vous, quelle est la menace que vous considérez la plus grave et la plus importante pour la paix ? Alors, quelle est la plus grande menace dans le monde au moment pour vous ? Oui, vous pouvez parler. La plus grande menace à la démocratie et à la paix. Toujours le micro qui circule. Oui. Ou seulement crier. Oui. La guerre. Pardon, la bombe nucléaire ? Nucléaire. Oui. La guerre, j'ai écouté la guerre. Quelque chose d'autre ? La
à la rivalité, à la great power politics, oui. Le cyberterrorisme. Le cyberterrorisme, oui. Il n'y a pas une réponse correcte. Alors, le fossé entre les richesses. Pardon, Le fossé entre les richesses, le fait qu'il y ait de plus en plus d'ultra-riches et de plus en plus de pauvres. Oui. Les disparités économiques, alors, l'inégalité. Oui. On m'a dit qu'à votre âge, c'est le climat que normalement on mentionne, mais apparemment c'est différent, le changement climatique. Mais peut-être ça aussi. Oui. Ok, oui. Merci. Non, je commence avec ça pour vous introduire l'histoire de l'indice Normandie et aussi pour expliquer comment l'évolution originellement d'un indice pour la paix qui est devenu un indice qui mesure les menaces à la paix et à la démocratie. Cette histoire est une histoire qui commence en 2018 et ça fait partie d'un accord entre la région Normandie, le Forum mondial pour la paix et le Parlement européen. Et l'idée était que le Parlement européen, et spécifiquement le service de recherche, nous alors, irait développer un indice pour mesurer la paix dans le monde. Pour cela, nous avons construit un partenariat avec un institut qui se situe en Australie, à Sydney, l'Institute for Economics and Peace. Et nous avons commencé à réfléchir à comment présenter cet indice, comment mesurer alors les menaces à la paix dans le monde, dans un contexte aussi où on pense, bien sûr, étant en Normandie, à l'histoire de cette région et comment, en fait, nous considérons en Europe dans une période de paix maintenant qui n'était pas toujours comme ça. Et Normandie est une région vraiment symbolique de cela. Et je vous invite, si c'est la première fois que vous êtes au forum, de faire partie aussi de plusieurs visites. J'imagine vous êtes de Normandie, vous avez déjà visité plusieurs mémorials, mais de toute façon. Et alors, l'idée était de développer un indice pour mesurer les menaces à la paix. Et l'idée aussi était d'avoir un indice qui est très focus sur l'action externe de l'Union européenne. Alors, il y a plusieurs indices dans le monde aujourd'hui qui mesurent la paix dans de différents pays, mais cet indice est vraiment un indice qui mesure les menaces à la base d'une définition de la paix, qui est une définition utilisée par l'Union européenne dans le développement de ses politiques, aux politiques externes, mais aussi, comme j'ai dit, la politique externe aujourd'hui n'est pas seulement la diplomatie, c'est aussi le développement, le commerce international, sécurité, défense, promotion de la démocratie et des droits humains. Alors, on a plusieurs domaines de politique externe. Pour faire cela, nous avons retourné à un document très important dans la politique externe de l'Union européenne, qui est la stratégie globale de 2016. Et dans cette stratégie, on voit pour la première fois une définition de ce qui constitue de menaces, ce qui constitue une menace à la paix, à la base de la définition de l'Union européenne. Et c'est important de dire ça parce que la première chose parfois qu'on pense, ou même que d'autres États pensent, hors l'Union européenne, hors l'Europe, c'est que la seule chose qui menace la paix, c'est la guerre. Alors, une définition très basique, très ancienne, serait que pour mesurer la paix, ça suffit de mesurer s'il y a une guerre ou non dans un endroit tel. Mais ce n'est pas comme ça pour l'Europe, parce que l'Europe, l'Union européenne, a comme une base de pensée que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre. La paix est un concept holistique. La paix et la sécurité, alors, sont deux concepts liés. Et pour avoir la sécurité, ça ne suffit pas de seulement ne pas avoir la guerre. Sécurité, c'est sécurité économique, comme on a écouté, égalité. Sécurité, c'est la démocratie, d'avoir le droit de participer dans les décisions et d'éléger son gouvernement. Sécurité, c'est d'avoir une gouvernance de grands défis d'aujourd'hui, comme la sécurité climatique, le cyberattaque,
comme le terrorisme, alors de savoir que ça aussi ne va pas attendre la vie des citoyens. Et sécurité, c'est aussi d'avoir en place un multilatéralisme, alors une coopération internationale qui donne, qui à la base de règles qui gouvernent des menaces comme la prolifération nucléaire qui a été mentionnée par un de vous, qui gouverne aussi les relations entre les États comme la Chine et les États-Unis que quelqu'un d'autre a mentionné. Alors un système international basé aux règles et à la coopération pour ce que les grandes rivalités n'attendent pas la vie quotidienne des citoyens et n'empêchent pas la démocratie à fonctionner. À la base de toute cette définition, on a pris de cette stratégie globale des indicateurs de menaces qu'on a inclus dans notre indice: le terrorisme, menace hybride, la crise économique, le changement climatique, le terrorisme, l'insécurité énergétique, la criminalité, les armes de destruction massive. Vous pouvez trouver tout ça dedans. Et puis, on a commencé un projet de mesurer le volume de cette menace dans 136 pays dans le monde, plus l'Union européenne. Alors 137. L'Union européenne, on le mesure comme 1. Et on a additionné à cela une mesure de la démocratie. La démocratie n'est pas explicitement inclue dans la stratégie globale, mais nous, on a considéré à la base de tout ce que l'Union européenne fait dans le monde que pour mesurer les menaces à la paix et à la sécurité, on doit aussi mesurer s'il y a une démocratie qui fonctionne et de qualité dans ces 137 entités. Alors, à partir de 2018 ou 2019 jusqu'à aujourd'hui, on fait ça chaque année. On mesure le degré de ces menaces dans les pays et les entités qu'on mesure. Et on voit l'évolution pour chaque pays, pour chaque région, comment ça se compare, quelle est la plus grande menace pour chaque pays, comment ça change. Et à la base de ça, on a la publication que vous avez aujourd'hui. On a l'indice Normandie online. Alors, vous pouvez trouver ici le lien. Et aussi, dans la librairie, il y aura un flyer que vous pouvez scanner et vous pouvez entrer sur l'Internet et voir tous les graphiques et toutes les choses qui montrent ce qu'on mesure. Et on suit l'évolution des menaces à la paix pour tous les pays qu'on a dans l'indice. Et pourquoi ça c'est important, et je termine ici, c'est important parce que, comme j'ai dit avant, nous, dans le service de recherche, mais aussi le Forum Normandie, on dirait nous avons deux types de clients. Ce sont le formateur de politique, les gouvernements, les députés, mais c'est aussi les citoyens comme vous, les étudiants. Et nous trouvons que, ayant fait ça d'une manière simple, une manière qu'on peut voir sur l'Internet, tant les policymakers peuvent voir comment la paix s'évolue dans un pays et penser à des solutions et des politiques très ciblées, mais aussi que le public peut comprendre, peut lire et voir quelles sont les grandes menaces et les grands défis d'aujourd'hui. Alors, je termine là. J'espère que cette introduction vous aide à s'intéresser à l'indice et que maintenant, 78 est diminué et c'est 0 qui ne connaissez. Parce que connaissez-vous l'indice Normandie? Voilà, maintenant vous connaissez tous. Merci Elena. Donc maintenant vous connaissez l'indice Normandie, vous avez en effet la publication papier, vous avez sur Internet et même en carte interactive aussi pour faire vos propres choix et savoir ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vient de dire Elena sur l'indice Normandie, par rapport à ce que vous avez pu feuilleter très très vite, certes. Ceux qui... donc ça va, ça change, vous continuez à voter, c'est très bien. Ceux peut-être qui connaissaient déjà aussi, de nous dire ce que vous en pensez, quelle question ça vous inspire, cet indice Normandie. Quelqu'un peut-être qui le connaissait déjà? Pourquoi? Vous étiez 22% à le connaître. Qui le connaissait déjà, cet indice?
Tu le connaissais déjà? Tu avais entendu parler de ça où? Sur Internet? Tes parents? Ok, qui connaissaient? Très bien, ok. Bon, c'est bon, du coup, on a eu... C'était juste une connaissance. Il existe l'indice Normandie, mais tu n'étais pas allé voir exactement. Si. Et qu'est-ce que tu en penses, du coup? Il fait une fac de droit et du coup, il s'intéresse à ça. D'accord. On a un cas d'études de droit. Et vous avez peut-être, par curiosité, l'indice, c'est un ranking, donc c'est des rangs. Est-ce que vous vous demandez peut-être quel est le pays numéro 1, quel est le dernier? Ce n'est pas des questions qui vous posent... La question. Est-ce que vous avez vu, pour ceux qui ont entre les mains l'indice, justement, il y a une page que montre Elena, page 14. Il y a justement tout le classement pour 2023, puisque chaque année, l'indice est remis à jour. Et ça ne vous pose pas question par rapport à la place de l'Union européenne? Comme le disait Elena, en fait, l'Union européenne est comptée comme une seule entité, on va dire, voilà, puisque ce n'est pas un pays, l'Union européenne, mais voilà. L'Union européenne est à quelle place en 2023? 7e. C'est ça. Et ça ne vous pose pas des questions par rapport au premier, au dernier? Ou est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des pays qui sont arrivés à un classement auquel vous n'attendez pas? Des pays que vous connaissez, que vous entendez dans les infos? Ils sont en train de regarder, de compulser. Non. Non, mais heureusement, il y a le papier, on fait traditionnel, pour que vous puissiez rechercher vous-même. Et il y en aura d'autres aussi, il y en a d'autres dans la boîte pour ceux qui n'en ont pas, mais vous passez à côté les uns des autres. Dans le carton, là, sur le côté, il y a d'autres exemplaires papier. Encore une fois, comme le disait Elena, vous avez, pour scanner, pour l'avoir en direct en ligne, et carrément une carte interactive. Ça y est, les questions arrivent. Il fallait le temps de regarder plein de questions. Alors, petite info en attendant justement qu'il y ait des questions. Elena faisait remarquer, puisqu'il y a distribution du document, que le QR code est ici pour ceux qui n'ont pas le document papier ou qui veulent explorer le document sous sa forme interactive. Vous pouvez scanner le QR code qui est sur le côté, sur la couverture. Tout est prévu pour la version papier, la version en ligne. Vous n'êtes pas choqués par le classement? Ça vous paraît tout à fait normal? Vous n'osez pas le dire? Si vous Prenez la parole, vous inquiétez pas, nous sommes simplement entre nous. On est un peu plus de 140, mais tout va bien. Est-ce que l'Union européenne risque de monter ou de descendre dans le classement sur les années suivantes? Est-ce que justement, vous disiez Elena que l'indice Normandie donc, existe depuis plusieurs années. Voilà. Est-ce que l'Union européenne a déjà changé de rang dans le classement? Et pourquoi? Oui, merci pour cette question. Oui, en fait, cette année, si je ne me trompe pas, et Branislav est en train de regarder, c'est la meilleure année pour l'Union européenne en classement. Je me rappelle quand on a commencé, c'était au 11e ou 12e place du ranking. Et maintenant, c'est le 7e. Oh, la 7e, pardon. Mon français n'est pas parfait, mais je sais. Alors oui, nous avons vu que l'Union européenne est maintenant dans une position 7. Et elle était avant, oui, bien qu'on j'ai vu, 11. Mais cette année, c'est numéro 7. Pourquoi? C'est intéressant parce que, comme vous savez, durant toutes ces années, il n'y avait pas de guerre dans l'Union européenne. Alors, ce n'est pas une question de guerre. Et on pourrait même dire que cette année, à partir de 2022, avec la guerre de Russie sur l'Ukraine, nous avons une guerre à côté. Et peut-être ça irait dire que l'Union européenne est moins, que les menaces sont plus grandes. Mais ce qui fait que l'Union européenne améliore dans le ranking, c'est que si on regarde la composition de l'indice Normandie, il y a des éléments comme la sécurité énergétique, comme le changement climatique, comme le terrorisme, le cyberterrorisme, la cybersécurité, l'économie, la démocratie, que
durant ces 5 années, si on regarde l'évolution de la législation européenne, des stratégies européennes, on a beaucoup des initiatives qui aident à faire face à cela. Alors chaque année, le Parlement et le Conseil, à proposition de la Commission, mettent en place des instruments pour combattre les menaces. Alors chaque année, on voit des résultats. Donc c'est positif pour l'Union européenne, ça nous rassure en tout cas. Et en effet, l'indice Normandie, c'est bien 11 menaces identifiées comme Elena l'a précisé, et ça nous permet d'avoir vraiment un autre regard. Nous, quand on a, comme vous, découvert aussi l'indice Normandie, on a découvert ces 11 menaces. On était aussi sur l'idée, voilà, la paix, c'est parce qu'il n'y a pas de guerre. Et en effet, vous identifiez justement où sont chaque pays et l'Union européenne par rapport à chacune de ces menaces. Et c'est ça qui fait le classement ensuite dans les 130, j'ai oublié 137 pays, c'est ça ? 137 avec l'Union européenne, j'avais bon. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'indice Normandie, sur cette découverte? Parce que maintenant, c'est bien. Vous continuez à voter. Donc 46%, on est parti de 22%, on arrive à 46%. 54% non, mais je pense que ça va bientôt, à la fin de l'atelier, c'est zéro. Hein, parce qu'il y en a qui ne votent peut-être pas encore. En tout cas, voilà, vous avez déjà l'information sur l'indice Normandie. S'il n'y a pas d'autres questions... Si, une question. Oui, parce que les professeurs peuvent poser aussi des questions. Hein. Voilà, moi je suis assez étonné sur le fait que l'Europe ait progressé, surtout par rapport à la démocratie, puisque les gouvernements d'extrême droite progressent énormément et il y a des lois liberticides, des lois contre la presse, contre la justice, contre les femmes. Il y en a donc de plus en plus. Et voilà, donc je suis juste étonné. Si je peux répondre à ça aussi. Donc, dans l'indice, nous avons un composant qu'on appelle processus démocratique. Donc, là, on n'observe pas les résultats des élections, si c'est parti de droite ou de gauche, socialiste ou FN, mais on plutôt regarde le processus. Donc, si au niveau politique et technique, les élections étaient libres, même s'il y a liberté de la presse, d'expression, et là, on a vu une amélioration dans l'ensemble de l'Union. Donc, ce n'est pas seulement, je dirais, en France, mais dans les autres pays du sud et du nord de l'ensemble du continent. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs pays, à la fin de la période de Covid, de la pandémie, ont commencé plusieurs réformes économiques, réformes sociales, aussi financées par l'Union européenne. Les indices, comme l'indice économique, je crois qu'ils ont déjà pris en compte quelques résultats, les premiers de ces réformes économiques. Donc, je crois qu'il faut se réjouir que nous avançons un peu ensemble. Et personnellement, je suis curieux aussi de voir que dans le domaine énergie, on peut parler un peu plus longuement sur l'énergie, que l'Union européenne, malgré la menace et la guerre en Ukraine, et les restrictions, donc les sanctions économiques vis-à-vis de la Fédération de Russie, nous avons renforcé la sécurité énergétique parce que nous avons trouvé d'autres ressources provenant d'autres pays, du pays du Golfe ou de Norvège. Donc il y a plusieurs éléments qui appuient ce changement. Donc, la situation s'est améliorée, mais en effet, si on prend les pays de l'Union européenne peut-être un par un, on n'aurait peut-être pas ce même classement en fait. Voilà, il y a des choses aussi qui... Tout ne va pas forcément bien dans l'Union européenne et il y a des progrès à faire, on en fait, tous ensemble en tout cas. Si je pourrais ajouter encore une petite chose sur l'indice, ce qui est assez frappant, c'est que les pays qui font le mieux, je dirais les 4-5 premiers au classement
la Suisse, Norvège, Australie et les autres. Et puis les 5 derniers, ils progressent. Les premiers sont toujours les premiers, donc il y a une marge de manœuvre, je dirais, de devenir pire assez faible, parce que ce sont des économies assez robustes, les démocraties robustes, ils ont le système commercial assez intégré. Donc, vous voyez la situation très stable au début du classement et aussi très stable, malheureusement, assez stable qu'il n'y a pas assez d'amélioration dans les pays qui sont fragilisés. Sauf, parfois, il y a quelques petits changements en marge. Par exemple, l'année dernière, on a vu une amélioration en Libye et en Syrie. Très bien, merci. Donc nous accueillons notre intervenante de la Commission européenne. Sinon, bonjour. Bonjour, Valérie Drezé-Humet, chef de la représentation de la Commission en France. On va juste passer le micro à Ophélie, juste à côté. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Nous avons commencé à parler justement de l'indice Normandie avec Elena et Branislav qui nous ont exposé ce qu'était l'indice Normandie. On voit que voilà, le sondage évolue. La position aussi de l'Union européenne sur les progrès faits dans l'Union européenne qui lui permet d'avoir son meilleur classement en 2023 depuis que l'indice existe, depuis les 5 années de l'existence de l'indice. Ce qui aussi nous marque beaucoup, nous, citoyens, c'est le conflit en Ukraine. Et justement, Ophélie, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus par rapport à l'intervention de l'indice sur eux? Alors, donc l'indice Normandie, on l'a vu, est créé depuis 2019. Et on va voir pour cette fois comment il permet d'analyser et de décrypter la situation en Ukraine. Je vais m'adresser à Branislav pour cette question. Quelles évolutions avez-vous notées pour les profils de la Russie et de l'Ukraine entre 2018, 2019 et aujourd'hui? Donc, globalement, tout le monde essaie de suivre les nouvelles. On voit ce qui se passe en Ukraine. Aussi, on a des interrogations sur la situation en Russie, parce que la situation est assez complexe. Et si je simplifie, les premières éditions, on a vu une certaine légère amélioration à la fois dans la Russie et en Ukraine. La Russie a progressé surtout parce que les matières premières, les prix des matières premières a augmenté, ce qui a permis de stabiliser au président Poutine à la fois le budget, la situation économique et sociale. Ils ont créé un fonds d'investissement social avec allocation assez importante, 160 milliards. En Ukraine, la situation était un peu plus nuancée parce que nous avons eu le changement du régime en 2019. Et avant, c'était le président Poroshenko, assez pro-européen, mais qui venait de l'ouest du pays, qui est à la majorité de langue ukrainienne. Et puis en 2019, nous avons eu en juin l'élection de président Zelensky, qui est russophone et qui était élu sur la promesse de gérer un peu mieux la situation dans les provinces de l'Est, donc les provinces russophones de Donbass. Si je peux maintenant avancer un peu plus en détail sur les changements de dernière année, donc dans l'édition actuelle, nous avons évidemment vu la chute assez brutale de la position de l'Ukraine. Donc l'Ukraine a baissé de 11 positions. Si vous regardez le classement, la Fédération de Russie reste quasiment stable avec la perte de 3 positions. Donc pourquoi l'Ukraine? Évidemment que la guerre a commencé en février. Donc les données de l'année dernière manifestent déjà à la fois la perte du PIB, donc produit intérieur brut,
d'ordre à peu près 38%, ce qui est énorme parce que si on a en Europe la baisse du PIB de 2-3%, on parle déjà d'une crise assez conséquente. Et là, on voit la baisse brutale de 38%. Et en même temps, à cause de la guerre, il y avait eu la perte de territoire, donc à peu près 20% du territoire ukrainien. Donc, tout quatre qu'on appelle oblast, mais ces régions à l'est, plus la Crimée, ce qui représente pour l'Ukraine une perte économique importante parce que toutes les industries lourdes, sidérurgie, métallurgie sont basées là, ainsi que extraction du gaz, extraction du charbon, production d'électricité. L'autre chose que nous avons vue, c'est la perte au niveau humain. Donc, pas seulement les pertes dues au combat, donc les soldats soit qui sont morts, soit qui sont blessés, donc inaptes au combat, mais exode massif, donc des familles, des femmes, des enfants, de l'ordre de plus de 7 millions d'habitants. Donc, on peut dire que l'Ukraine, avant la guerre, avait à peu près 37 millions d'habitants. Maintenant, c'est autour de 30. Et ce qui pourrait avoir aussi conséquences pour l'avenir parce que à la fois la consommation des ménages crée autour de 70% du PIB, mais aussi on voit que pas tous les immigrants souhaitent de revenir au pays, à la fois parce qu'ils ont trouvé du travail, soit en Europe ou dans les autres pays d'accueil, les États-Unis ou le Canada, ou parce que la situation sécuritaire n'est pas résolue. Merci beaucoup, Branislav, pour cette intervention. On va vous poser une question sur le Slido. Avec la guerre en Ukraine, à votre avis, laquelle de ces 3 menaces qui vont s'afficher sur l'écran pourrait mettre en péril le plus la paix dans l'Union européenne? Alors, ça arrive. C'est bon. De toute façon, vous l'avez dans vos portables. On vous laisse répondre. Il y a la désinformation, la faiblesse du processus démocratique ou l'insécurité énergétique. On est presque à 85-90 répondants. Il manque une petite vingtaine de personnes, on vous attend. Alors, quels sont les résultats? Donc, effectivement, désinformation et faiblesse du processus démocratique, on voit qu'effectivement, vous êtes assez proches, 39%, 34%. Ça évolue. Alors, Branislav, au vu des résultats de ce sondage, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'en pensez-vous? Donc, on voit qu'il faut aussi dire que les premiers deux, donc des informations, faiblesse du processus démocratique, évidemment, sont liés parce qu'avec des informations, vous pouvez avoir une influence énorme sur les élections, sur l'opinion publique, sur l'ambiance dans la société. Et aussi le troisième, mais je vais commencer par le premier. Donc, on a vu que, pas seulement grâce à la guerre en Ukraine, mais aussi avant, pendant l'épidémie du Covid, on a eu plusieurs théories complotistes émerger à la fois dans les réseaux sociaux, mais parfois c'était carambolesque. Donc, il faut voir comment cette désinformation est créée. Donc, ce n'est pas que quelqu'un se trompe ou quelqu'un voit des choses différemment, mais il y a vraiment une société spécialisée dans la création de ce qu'on appelle fake news.
Il y a même aujourd'hui, comme il y a des agences de presse, AFP, Reuters, aujourd'hui il y a même des agences qui créent le fake news, donc des informations. Et puis, il y en a pas mal qui sont basés en Russie, puis en Chine, dans les régimes autoritaires. Et la plupart de ces agences essayent de passer le fake news, donc quelque chose qui est inventé, mais plus ou moins vraisemblable, dans les journaux des pays qu'on appelle pays tiers, par exemple en Inde. Parce que le processus éditorial n'est pas tellement sévère que, par exemple, en France ou en Europe. Donc, on crée un fake news, on essaie de la publier dans un journal en Inde, Hindustan Times, par exemple. Et puis, parfois, il y a des journaux en Europe, surtout ce qu'on appelle désinfo-scènes, donc un peu focalisés sur ces news complotistes. Et ils republient ce qui était publié déjà en Inde. Et puis, les gens se disent, mais peut-être c'est vrai, on ne sait jamais. Donc, c'est important pour la démocratie d'avoir à la fois le sens critique. Donc, il ne faut pas croire tout ce que vous lisez, surtout sur Facebook ou sur les réseaux. Puis, on peut parler maintenant de la faiblesse du processus démocratique. Donc, pour vous, c'est la deuxième menace qui peut mettre en péril la paix. Donc, on voit en dehors de l'Union européenne, il y a des pays, évidemment, comme la Russie, ou même s'il y a des élections, il y avait un blague de l'époque de Staline qui disait que ce n'est pas important qui vote, mais qui compte les votes. Donc, évidemment, vous pouvez faire des élections, mais plus ou moins, on sait en avance qui va gagner. Et puis, à la fois, il y a le trucage, pas seulement au niveau des élections présidentielles ou nationales, mais on a aussi le niveau local et régional, où le pouvoir central essaye de placer ses amis, parfois les oligarques, etc. Donc, la faiblesse, certes, et dans l'Union européenne, la faiblesse, c'est que, comme c'était déjà évoqué, je crois, dans le public, il y a une montée énorme qu'on appelle les partis alternatifs ou les partis parfois révolutionnaires, contestataires. La situation devient assez grave en Allemagne, où AfD, Alternative für Deutschland, qui est une partie un peu xénophobe, un peu anti-européenne, un peu anti-immigration, un peu anti-système, est devenu pour la première fois dans l'histoire second parti le plus important dans les sondages. Donc, ils ont à peu près 20-22%, ce qui paraît surprenant, mais avec les événements comme j'ai évoqué, Covid, la guerre, l'insécurité, des gens ont trop de questions, pas tellement de réponses, c'est compréhensible. Puis, la troisième menace, insécurité énergétique. Évidemment, c'est important puisque l'économie, c'est l'énergie transformée. Si vous réfléchissez, pour produire n'importe quel objet, une voiture, même la cosmétique, il faut utiliser à la fois l'énergie comme l'électricité, mais aussi les ressources comme le gaz, parfois les autres qui sont des énergies transformées. Et l'Union européenne, avant la guerre, était trop dépendante d'un seul fournisseur, c'est-à-dire la Fédération de Russie. Si on regarde la consommation du gaz que vous consommez pour, je sais pas, faire cuire votre omelette, mais c'est aussi le gaz utilisé dans l'énergie, dans la métallurgie, dans la production d'acier et les autres choses. On était à 48%, donc presque 50% du gaz consommé dans l'Union provenait de la Russie. Avec les sanctions et la diversification, l'année passée, nous sommes descendus à 8%. Donc aujourd'hui, quasiment tout le gaz, la grande majorité provient de Norvège. Et puis ça dépend des pays comme la France,
évidemment, il y en a pas mal qui proviennent de l'Afrique du Nord, de l'Algérie. En Espagne, c'est pareil. Et puis, il y a la montée en puissance qu'on appelle le gaz liquéfié. Donc, vous acheminez le gaz par le bateau, surtout des États-Unis, mais aussi des pays comme Qatar. Donc, on pourrait dire que, et ça, c'est aussi votre sentiment, parce qu'on voit que c'est Menas qui est à la dernière place, que l'insécurité énergétique, le pire est derrière nous. Et donc, il faut maintenant un peu stabiliser et consolider la situation. Ça ne marche plus. Elena, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces résultats du sondage? Oui, très rapidement, parce que je crois que nous avons une nouvelle intervenante et pas beaucoup de temps. Non, seulement pour dire, première, ça m'étonne et j'aime être étonnée parce que j'imagine qu'en Bruxelles, les réponses ici, c'était insécurité énergétique le premier, parce qu'on pense beaucoup à la faiblesse dans ce domaine dans l'Union européenne par rapport à l'impact de la guerre. Et si vous voyez dans les résultats de l'indice Normandie pour l'Union européenne, la plus grande vulnérabilité qu'on a identifiée, c'est vraiment l'insécurité énergétique pour l'Union européenne. Dans le processus démocratique et le domaine des informations, on constate chaque année un grand degré de résilience de la part de l'Union européenne. Alors le domaine énergie, c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup dans le centre des réflexions après par rapport à la paix et la sécurité dans l'Europe. Je suis sûre qu'on va écouter de la Commission le Repower EU et tous les efforts qui ont été faits pour sécuriser le domaine énergétique. Mais je voudrais aussi dire que pour tous ces trois domaines, un concept très important pour l'indice et pour la politique externe de l'Union européenne aussi, c'est le concept de la résilience. Alors, ce que je disais avant par rapport à la législation, aux stratégies, etc., c'est de vraiment faire construire la résilience pour ce que toutes ces trois menaces ont une réponse au niveau de législation, au niveau de stratégie, au niveau institutionnel, par exemple, qu'il existe dans l'Union européenne de cellules de combat à des informations. Il y en a dans le service d'action extérieure, de communication stratégique qui enseignent au public comment utiliser l'information, comment identifier le fake news. Et ça, c'est vraiment un grand domaine de travail. Pour le processus démocratique, l'implémentation du traité sur le domaine démocratie, mais aussi le rule of law, comment on dit ça en français, état du droit, et de plusieurs manières de monitorer le processus démocratique, évaluer, oui. Et puis oui, insécurité énergétique aussi, une grande stratégie par rapport au domaine énergie pour produire à Europe, pour implémenter aussi une transition à l'énergie sustentable, vert, et aussi diversifier, comme Branislav a dit, le commerce énergétique, avoir plusieurs partenariats avec l'Amérique latine, dans le hydrogène vert, avec les États de Gulf States, Afrique du Nord, etc. Merci beaucoup, Elena. Je vais laisser ma place à l'animatrice suivante. Est-ce que, justement, peut-être vous avez des questions? Parce que c'est vrai qu'on est surpris aussi que la désinformation arrive en premier, donc c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément. Est-ce que vous avez des exemples? Ou est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu plus pourquoi vous avez choisi cette menace en premier pour la majorité d'entre vous? Est-ce que quelqu'un veut réagir avec aussi ce qui s'est dit là à l'instant? Est-ce que c'est parce que... c'est vrai qu'on, comme le disait Elena, le climat est une préoccupation de tous et encore plus des plus jeunes, parce qu'on vous en parle souvent et vous agissez aussi vous-même. Sur la désinformation, vous vous sentez outillé ou démuni justement par rapport à cette désinformation?
vous avez besoin que l'Union européenne fasse quelque chose ? Est-ce que vous avez déjà été en contact avec des fake news ? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, qui vous inquiète ? Sur quels canaux de communication est-ce que vous trouvez que ces fake news, on les retrouve les plus souvent ? J'enfonce des portes ouvertes peut-être, mais on aimerait bien avoir votre avis aussi. Cette désinformation, oui, vas-y. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on a un rapport assez en confiance avec l'information. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de rester bien informés. Donc c'est sûr que quand on rencontre des fake news, ça peut nous mettre un peu dans l'insécurité. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de vérifier ses sources. Et pour ce qui est par exemple de la propagande en Russie, c'est quelque chose d'assez grave parce que c'est quand même tout un peuple, des millions de personnes qui vont croire des choses fausses et qui ne réalisent même pas. Et ils sont dans la naïveté complète et c'est super triste. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous avez déjà été en contact avec une fake news, peut-être sur l'Europe ou sur autre chose ? Est-ce que certains ont déjà eu ou vu une fake news ? Et comment vous l'avez identifiée aussi, cette fake news ? Comment on fait, en fait ? Qu'est-ce qui vous permet de l'identifier ? Des idées ? Vous n'avez jamais été en contact avec une fake news ? Vous avez de la chance parce que moi, j'en ai souvent. Donc Et puis Branislav nous expliquait un peu le fonctionnement. Voilà, on publie quelque chose en Inde, après c'est repris ailleurs, et après c'est cru comme une information vraiment qui est vérifiée. On la reposte et on la republie encore un peu partout. Donc ça masque aussi l'auteur de la fake news. Qui vraiment pose souci pour identifier et vérifier cette information. Vous avez des cours, des outils particuliers, à part, comme disait la jeune fille, donc croiser les informations. Ça, c'est la base, croiser les sources. Pas croiser les informations, pardon, croiser les sources pour être sûr. Vous n'êtes pas très loquace ce matin. Slido, ça va, ouais. C'est bien. Hein, c'est pour ça qu'on prévoit les deux, parce que sinon... Mais c'est pas grave, de toute façon, voilà, l'espace est toujours ouvert si vous voulez commenter ou poser des questions au fur et à mesure. Mais en tout cas, on a bien identifié que la désinformation, c'était pour vous la première menace à la paix dans l'Union européenne, mais également en deuxième position la faiblesse du processus démocratique. Ça en dit long aussi sur ça, et sur pour vous l'importance de nos démocraties, du fonctionnement de l'Union européenne, et ça va nous permettre, j'imagine, de faire une transition. Et de vous poser la question. Donc nous avons une intervenante qui nous a rejoint. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être vous représenter si besoin, représenter également votre travail, et ensuite on vous posera la grande question qui est quelles sont les réactions de l'Union européenne face à la guerre en Ukraine, et ensuite on rebondira sur ces trois menaces. Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Droza-Humès. J'ai la chance de diriger un bureau qui représente la Commission européenne en France. Une équipe qui va travailler sur beaucoup de ces sujets, je vous en reparlerai, et qui permet notamment de faire vraiment beaucoup de liens entre, on le dit souvent, Bruxelles, ça fait peut-être déjà partie de la première des informations, Bruxelles comme une grosse bulle, ce n'est pas si simple. Et donc, nous essayons de rapprocher les propositions qui sont faites à ce niveau-là, ce que ça veut dire pour vous, et en même temps de pouvoir faire remonter vos messages sur les sensibilités, les intérêts particuliers, les sujets qui vous préoccupent, ce qui permet vraiment d'avoir une politique européenne qui est la plus proche des réalités et qui n'est surtout pas une politique hors sol. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important, et que cette pédagogie de base, c'est le terreau pour une bonne information. Évidemment, à contrario, la désinformation se nourrit de cette absence de connaissances, d'éléments de base. Alors, je vais un peu bousculer votre planning, vous m'en excuserez, mais comme je vois ça juste devant moi, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite réflexion. En fait, ça m'a peut-être non seulement surprise, mais surtout rassurée quelque part. Parce que on parle beaucoup effectivement de l'immédiateté, et peut-être, comme disait Bronislav, peut-être que c'est peut-être moins aigu sur la crise énergétique, mais le fait de s'attaquer à des causes de base qui vont instiller
dans beaucoup de sujets, je pense que c'est vraiment intéressant et que vous ayez cette sensibilité et que vous voyez ça comme un risque. Je ne dirais pas que c'est rassurant de voir qu'on a ce risque, mais en tout cas, que vous en ayez conscience, c'est très important. Et effectivement, le lien avec la démocratie est vital parce que si vous voulez avoir une démocratie vivante, eh ben, il faut qu'il y ait des informations crédibles qui circulent, des gens éduqués qui puissent s'exprimer, que vous puissiez les questionner, les mettre au défi de clarifier leur position. Et pour ça, il faut qu'il y ait des relais qui soient vivants, vivaces. Les journalistes, mais maintenant, il y a beaucoup d'autres sources. Et c'est vrai que je serais très intéressée par savoir quels sont vos canaux d'information, peut-être les premiers réflexes vers qui vous allez. Et c'est vraiment important d'avoir cette dimension, qui est cette alimentation constante de la démocratie, par l'information, par la bonne information. Sinon, effectivement, Dieu sait où on va. Donc, je commencerai par ce message, finalement, d'être rassuré sur cette prise de conscience, parce qu'effectivement, ça commence chez chacun. Si chacun est conscient, chacun demande plus, questionne l'information, questionne les politiques, je pense que ça fait aussi que la démocratie continue à être vivante. Mais je reviens à votre question, j'arrête de bousculer le programme. Sur la réaction, évidemment, européenne suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. D'abord parce qu'on est au Forum de la paix, ça nous a fait tous rappeler que la paix, c'est fragile, c'est pas acquis. Et ça nous a fait vraiment revenir collectivement aux fondamentaux du projet de paix européen. Alors ça paraissait, c'est quelque chose que peut-être vous apprenez dans les livres d'histoire, ça paraissait lointain et autres, sauf que le 24 février, c'est devenu extrêmement concret. Et on voit aussi que quelque chose qui s'est construit sur des décennies, en une nuit, ça prend une perception très différente. Et ça, je crois que c'était un rappel violent aux fondamentaux. Alors, évidemment, immédiatement, il y a le soutien qui s'est mis en place. Et je voudrais juste rappeler les grandes lignes du soutien jusqu'à ce jour, parce que c'est aussi important de rappeler que ce soutien ne s'arrête pas et qu'il y a une réaction immédiate. Mais ce qui est important, c'est surtout le suivi. Et comme le dit la Commission et l'ensemble des 27, c'est jusqu'où il faudra, aussi longtemps qu'il faudra aussi. D'abord, un soutien évidemment humanitaire et un soutien dans l'accueil. On parlait le nombre de déplacés qui ont quitté l'Ukraine. Il y a à peu près 4 à 5 millions de réfugiés qui sont venus en Europe. Certains sont repartis, c'est pour ça que je dis 4 à 5 millions. Et immédiatement, la première réponse a été de leur permettre de leur donner une vie. Alors c'est une vie entre parenthèses parce qu'effectivement ils viennent, ils ne savent pas pour combien de temps ce qui va se passer. J'ai visité au début un camp de réfugiés dans la région de Marseille et effectivement des femmes, des enfants qui sont là, qui sont en contact avec les pères, les maris, la famille. Mais dans l'immédiat, c'était d'assurer qu'ils aient un accès aux soins, à l'éducation, au travail. Et ça, c'est via la mise en œuvre de la directive sur la protection qui a été, après 20 ans d'existence, a été pour la première fois activée. Et vous avez peut-être vu qu'il y a quelques jours, cette protection temporaire a été prolongée, puisqu'elle avait été fixée dans le temps, jusqu'à encore 2025, pour assurer que les réfugiés ukrainiens qui sont sur le sol européen puissent bénéficier de cette protection dans la durée. Et je dirais que cette protection se double d'un soutien aussi aux États membres, aux municipalités qui aident et qui sont là pour leur porter secours. Un autre volet à part l'humanitaire, et on en a parlé parce qu'on a parlé d'économie, c'était effectivement d'assurer qu'il y ait dans la durée, notamment tout simplement au niveau du budget ukrainien, la capacité de payer des fonctionnaires, d'avoir du matériel, des hôpitaux, des points de chaleur pendant l'hiver ou sous des tentes comme ça, les gens pouvaient se regrouper. Et ça a été aussi prévu avec un soutien macro-financier qui a été surtout durabilisé. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les mois, on va se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que l'Union européenne va donner au budget, c'est-à-dire vraiment pérenniser. Et donc, tous les mois, il y a 1,5 milliard qui va directement au budget ukrainien pour permettre cet approvisionnement finalement des finances publiques ukrainiennes. Un troisième volet qui mérite d'être souligné parce qu'il est totalement inégalé, c'est le fait que l'Union européenne ait décidé d'apporter un soutien militaire. Alors ça a commencé par des formations qui sont faites auprès des militaires ukrainiens par différents pays, dont la France.
Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que la contre-offensive avançait ou justement avait des difficultés à avancer, le soutien direct en termes de munitions. Et l'Union européenne, pour la première fois, s'est engagée à acheter, d'abord à faire bénéficier de certains stocks que les pays membres avaient vers l'Ukraine, à acheter conjointement des munitions pour les envoyer en Ukraine. Et maintenant, vous voyez, on parle de chars, d'avions, etc. Donc cette montée en puissance aussi militaire qui est totalement nouvelle, avec pour utilisation budgétaire ce qu'on appelle la facilité pour la paix. Et c'est intéressant, j'insiste sur cet aspect, parce qu'effectivement, c'est dire que c'est la paix, ça se défend aussi. Donc c'était aussi cette idée d'avoir cette possibilité. Voilà, donc un soutien un peu qui a été tous azimuts, financier, humanitaire, militaire. Bien sûr que l'on voit aussi avec un couronnement, entre guillemets, un début de couronnement en tout cas politique, lorsque le statut de pays candidat a été accordé à l'Ukraine. Donc ça aussi quelque chose de très important. À la Moldavie aussi, je le signale. Et ça, c'est les réactions immédiates vis-à-vis de l'Ukraine. On a parlé d'énergie, donc je vais aussi évidemment parler d'énergie, et surtout parce qu'il y a eu cette utilisation par Vladimir Poutine de l'énergie comme une arme de guerre. Donc vous entendiez les chiffres précédemment. Donc on avait du charbon, notamment qui venait de Russie. Il n'y en a plus du tout qui vient au niveau de l'Union européenne. Il y a encore à peu près 6% de pétrole et on est à moins de 10% effectivement de gaz. Donc dans un temps record, une diminution de la dépendance vis-à-vis de la Russie qui était très importante, qui a été finalement le fait de plusieurs actions. D'abord l'économie d'énergie, comme disent beaucoup de politiques que vous entendez sûrement. Déjà, quand on n'utilise pas l'énergie, ça coûte beaucoup moins cher, c'est clair. Donc la sobriété, ça a été un premier volet. La diversification, effectivement, des approvisionnements, comme vous l'entendiez précédemment. Et par ce type d'action, de pouvoir vraiment, avec aussi, effectivement, REPowerEU qui était mentionné, de pouvoir aujourd'hui avoir une image où il y a beaucoup moins de dépendance. Et je dirais que le point de l'énergie, bien sûr, il y a l'importance de l'énergie chez chacun dans sa maison, bien entendu, mais aussi ce moteur économique qui est important. Mais c'était aussi un moment pour mettre le doigt sur la question des dépendances de manière plus large. Et vous verrez à quel point, par la crise Covid, puis par cette invasion, la notion de voir quelles sont nos dépendances a vraiment infiltré la politique européenne de manière très profonde. Les médicaments, donc l'énergie, les microprocesseurs, les matériaux critiques, les terres rares, c'est quelque chose aussi qui a vraiment très rapidement bousculé l'agenda européen et qu'on pourrait en parler des heures, mais je suis sûre que vous ne seriez pas d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose aussi de fondamental parce que maintenant, dans l'agenda européen, c'est très très présent dans énormément de domaines et c'est très important. Alors effectivement, on pourrait en parler des heures. Nous, on aimerait bien en parler des heures et d'ailleurs, c'est notre travail. Je reviens sur le premier point de comment l'UE lutte contre la désinformation. Vous mentionnez le fait d'être au plus près des citoyens, d'avoir un échelon local et en fait, on ne peut pas passer à côté du travail de nos collègues et de tout le réseau Europe Direct, qui est un réseau européen qui permet aux citoyens, aux citoyennes d'avoir des points d'information locaux qui vous informent, dans lesquels vous pouvez participer, vous, peu importe votre âge, à une activité. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter, vous pouvez suivre le réseau social qui vous informe. Pour beaucoup, ces points d'information sont couplés avec généralement soit un point Eurodesk qui vous informe sur la mobilité européenne et internationale. Donc vraiment, si vous avez la moindre question de « je suis un jeune, je souhaite faire un stage à l'étranger, je suis un jeune, je souhaite juste m'informer sur ce qui se passe au niveau européen », vous avez absolument, il faut absolument passer la porte de l'Europe Direct le plus proche de chez vous. Donc nous sommes 3 en Normandie, enfin 4 si on compte le dédoublement du point Europe Direct Caen et Rouen. Donc normalement, vous pouvez trouver un point d'information près de chez vous. Il y a énormément de projets aussi qui sont mis en place, des projets où vous pouvez participer ponctuellement. Ça peut être comme aujourd'hui, voilà, nous rencontrer au Forum Normandie pour la paix.
Je sais qu'il y a eu aussi les rencontres des jeunes Européens au Parlement européen. Si vraiment on s'intéresse aussi à la démocratie européenne, rien de mieux que de participer à un voyage directement organisé par les Europe Direct, où nous avions eu des jeunes de 16 à 25 ans qui ont pu partir en délégation, visiter le Parlement européen à Strasbourg, rencontrer des eurodéputés. Et passer 2 jours qui sont aussi une rencontre de jeunes, donc assez festive, tournée vers vos questions, participer à des ateliers. Donc pour ça, vraiment ne pas hésiter à aller sur le portail du réseau du collectif et pourquoi pas aller plus loin en passant la porte, en allant rencontrer l'Europe Direct proche de chez vous, parce que le travail de l'Union européenne, il se fait dans les institutions européennes, mais il se fait aussi à côté de chez vous. Et pour même ceux qui ne souhaitent pas se déplacer, maintenant on a la chance d'avoir les outils des réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations pour nous suivre aussi. Et justement, Salomé, pour rebondir, c'est vrai que nous, les centres Europe Direct, on est vraiment sur le terrain. La Commission européenne nous a mis sur le terrain, justement, pour aller à votre rencontre. Et avec ma collègue Béa, tout dernièrement, on a fait un forum grand public. C'était un village développement durable. Donc, en effet, on a souligné, justement, les efforts que l'Union européenne a fait justement pour éviter d'être dépendante justement et au niveau énergétique. Et Elena l'a rappelé justement, ce qui a permis à l'Union européenne dans l'indice Normandie de remonter aussi au niveau du classement pour la première fois. Mais aussi, on a eu une question. Alors, j'aimerais bien vous la donner aussi. Vous avez parlé justement de tout ce que l'Union européenne faisait pour aider l'Ukraine. Et on nous a dit, oui, mais en fait, l'Union européenne, elle dit qu'elle est en paix, mais en fait, avec tout ce qu'elle procure, et notamment des armes à l'Ukraine, en fait, c'est déguisé, elle est en guerre. C'est la réalité. Il y a une guerre sur le continent européen, donc je crois qu'il faut être clair. Comme je le disais, c'était un pas inégalé de décider d'avoir un soutien militaire et un soutien de formation, mais je veux dire, il faut pas se leurrer dans des situations pareilles. Il n'y a pas d'ambiguïté. On reconstruit la paix ou pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a à la base une violation du droit international, tout simplement. Et ça, je crois que c'est important. On a parlé d'état de droit. Alors l'état de droit, c'est quelque chose de vraiment vital qui est au cœur des fondamentaux de l'Union européenne, outre la paix. Et je crois que c'est important que ce soit au niveau du droit de l'Union européenne ou au niveau du droit international. Donc la réaction de l'Union européenne, c'est d'abord parce qu'il y a cette violation, qu'elle peut arriver à tout moment chez n'importe qui, et que l'Union aussi répond à un besoin. Et voilà pourquoi la décision a été prise de dire tant que les frontières ne sont pas rétablies comme elles étaient précédemment normalement, tant que les gens ne sont plus libres, sont tués et ce type de choses, l'Union européenne doit intervenir par tous les moyens qu'il faut. Mais c'est dans ce cadre du droit international, ce qui est la grosse différence, effectivement, avec Vladimir Poutine. Et donc, il y a une fin qui est prévisible. Mais pour l'instant, effectivement, la paix, c'est fragile, la paix, ça se défend. Je crois que c'est quelque chose qu'on a vraiment réalisé et que, indirectement, tout ce qui peut vraiment miner cette paix, la désinformation, notamment le péril de la démocratie. On en parle un petit peu, je dirais pas légèrement, mais ce week-end, vous aurez des élections en Slovaquie. Il y a un très fort engagement russe de désinformation en Slovaquie, en Roumanie aussi, en Bulgarie, et vous comprenez géographiquement pourquoi. Donc, les élections de ce week-end, c'est un enjeu pour l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, beaucoup de choses qui interviennent à un certain moment, en fait, il y a un effet relais sur beaucoup, et c'est l'impact de cette guerre, d'où la réaction. Donc, on doit être vraiment très vigilant là-dessus, parce que, je dirais, ça continue. Et j'étais aussi assez frappée de voir une étude, je crois, de Open Society. Chez les jeunes entre 18 et 25 ans, pour seulement 57% d'entre eux, la démocratie est un bon régime, c'est le mieux. 57% chez des jeunes. Alors, c'est une étude pas uniquement européenne, mais je peux vous dire que quand on regarde les chiffres, notamment, ils mettaient en exergue en Europe la France et dans le monde le Brésil. Vous voyez un peu. Attention, donc voilà,
ça paraît, on en parle comme ça. Voilà, on va avoir, je dois évidemment vous en parler, le 9 juin 2024, les élections européennes. C'est un enjeu de démocratie parlementaire, au Parlement européen que je vais le rappeler. Mais ça paraît acquis, naturel, normal. Quand je vois des études de ce type, je me dis qu'on a encore énormément de travail à faire là-dessus. C'est pas naturel peut-être pour tous. Il faut rappeler pourquoi. Il faut se dire qu'effectivement, pouvoir voter, ça paraît pénible pour certains, mais enfin pour d'autres, ils se battent, ils vont mourir pour ça. Faire qu'il y ait une presse indépendante, je parlais de relais démocratiques qui sont importants. En 2019, lorsque cette nouvelle commission a pris ses fonctions, donc la présidente, dans ses 6 priorités, elle a mis la démocratie et de donner un élan à la démocratie. C'est pas pour rien. Et donc le travail qui a été déroulé après, c'est d'assurer qu'il y a une presse libre, économiquement, mais aussi en termes d'ingérence politique, qu'il y ait une protection des journalistes, notamment contre des poursuites judiciaires abusives qui existent. Et vous savez qu'en Europe, en Slovaquie et à Malte, il y a quand même 2 journalistes tués parce qu'ils faisaient leur travail. En Europe, hein, je ne parle pas de quelque part dans d'autres pays, on ne va pas citer dans le monde, mais donc il y a quand même une vraie problématique. Et je crois qu'il faut rappeler qu'évidemment l'Europe, pour moi c'est clé, et vous en êtes vraiment les témoins, doit être sur le terrain, doit montrer sa réalité et la réalité de son action. Les citoyens ont besoin de voir ça. Mais il faut aussi rappeler les principes, les enjeux, les valeurs fondamentales qui sont derrière. Et c'est pour ça que l'état de droit a aussi pris beaucoup d'importance. Il y a des rapports qui sont faits maintenant depuis plusieurs années pour tout l'ensemble des États membres pour savoir où ils en sont au niveau de l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias, ce type de choses. C'est quelque chose qui va être regardé de très près dans les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, y compris l'Ukraine, puisqu'on peut le dire très ouvertement, il y a beaucoup de questions sur les niveaux de corruption, et le gouvernement ukrainien travaille très activement là-dessus, parce qu'effectivement, si au-delà des actions et des réalisations, le terreau, nos fondements démocratiques ne sont pas renforcés, je dirais presque pour que ce soit une plante vivante, il faut arroser régulièrement, hein, et enlever certaines mauvaises herbes. Donc voilà, ça c'est un travail qui est extrêmement important et en tout cas il faut rester vigilant chacun d'entre vous. À nouveau je reviens sur ces 45%, ça veut dire quand même qu'il y a effectivement cette sensibilité. Et ça je pense que c'est extrêmement important et j'espère qu'au niveau de l'éducation aux médias, de l'éducation effectivement, d'un œil critique sur l'histoire aussi, hein, que dans votre cursus, vous avez des outils pour vous aider. Et sinon, en passant la porte d'un centre Europe Direct, vous aurez d'autres outils. Et en parlant d'outils aussi, pour montrer ce que l'Union européenne fait, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre travail sur l'indice Normandie, parce que si le document que vous avez entre les mains, c'est une fiche par pays. Et il y a la situation, l'analyse de la situation sur le pays. Et pour chaque pays, vous avez ce que fait l'Union européenne. C'est toujours actualisé. Donc c'est extrêmement simple à lire et pour avoir un aperçu vraiment de l'action de l'Union européenne chaque année pour améliorer justement la paix dans le monde aussi. Comme vous le dites, l'Ukraine est à nos frontières, mais l'Union européenne agit aussi sur les mêmes domaines dans d'autres pays et c'est ce qui est montré à chaque fois dans l'indice de manière très simple. Et même pour ceux qui n'ont pas beaucoup envie de lire, c'est vraiment très court et ça vous permet d'avoir une vision de ce qui se passe dans le monde et de ce que fait l'Union européenne. Mais comme vous l'avez rappelé aussi, l'Union européenne, donc c'est 27 États. Et on voit bien que dans la famille de l'Union européenne, tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs, les partagent pas de la même manière, en tout cas ont leurs propres approches de ce que l'Union européenne doit faire, réagissent d'une manière différente dans leur pays. Alors, question à la fois du côté des représentants du Parlement européen et de la Commission européenne. Qu'est-ce que peut faire le Parlement européen? Qu'est-ce que peut faire la Commission européenne pour justement encourager les États membres à vraiment s'unir réellement et aller dans le même sens pour avoir plus d'impact? Parce que lorsque nous, on rencontre les citoyens,
aussi, ce qui revient souvent, c'est, voilà, on donne des exemples. D'ailleurs, monsieur, quand vous êtes intervenu au début de l'atelier, vous avez donné des exemples de pays où, justement, il y avait des distorsions par rapport aux grandes valeurs de l'Union européenne. Et on voit bien que dans la famille Europe, ça ne doit pas être vraiment simple, justement, de s'accorder. Et en une période aussi fragile, qui fragilise autant la paix, ça doit être encore plus difficile. Alors on va peut-être demander justement à Elena et Branislav ce que le Parlement européen peut faire, et ensuite à Valérie aussi ce qu'elle en pense aussi par rapport à l'action de la Commission européenne pour faire en sorte que la famille Europe agisse ensemble. Donc, il est important de détruire les mythes qui sont assez populaires et nombreux sur Bruxelles. Le bureaucrate bruxellois qui décide tout, surtout les pires choses qui nous menacent. Et puis aussi, il faut que l'Europe a des visages réels. Donc, qu'on voit qu'il y a mon député européen qui vient parfois dans les réunions de ma région. Et l'autre chose, c'est de travailler aussi avec des médias, et pas seulement les médias, la presse traditionnelle, Le Monde, Le Figaro, l'Humanité, mais aussi il y a ce qu'on appelle les influencers. Et puis, comme en France, je crois il y a un YouTuber, Squeezie, qui a 18 millions de followers sur YouTube. Donc, je crois que le Parlement européen a déjà travaillé avec ce qu'on appelle les nouveaux médias, les influenceurs. Et puis, peut-être même la Commission, ici en France, va dans ce sens, parce qu'on voit qu'il y a des demandes, des informations. Mais, et là je vais finir, c'est que pour moi le plus important, c'est ce visage humain. Et comme je viens de la Slovaquie, je connais un peu la situation là-bas. C'est vrai, on avait eu malheureusement 2 journalistes qui étaient assassinés à cause de leur travail d'investigation. Mais de côté positif, nous avons actuellement, tout prochainement, ce samedi, des élections. Et le président d'un parti politique progressiste qui pourrait éventuellement devenir Premier ministre, il est actuellement membre du Parlement européen. Donc, je crois qu'il pourrait faire la transition entre la politique européenne et Bruxelles et la politique slovaque interne et Bratislava. Voilà. Oui. Pour ajouter peut-être deux choses, oui, parce que oui, je crois que c'est vrai qu'il y a quelques mythes qu'on doit vraiment dissolver. C'est ça, dissolver. Et un de ces mythes est que le Parlement ou la Commission vont convaincre les États membres à faire quelque chose. Parce que c'est très important de penser du Conseil dans cet instant. Et pour le dire plus simplement, oui, il y a des différences entre les États, et même dans le même État, on peut avoir 2 gouvernements qui se succèdent, qui ont de différentes approches. Mais le travail qui s'est implémenté, qui se fait de la part de l'Union européenne, est un travail qui vient dans le plus haut niveau des pensées stratégiques et décisions stratégiques du Conseil européen, et qui doit avoir le OK du Conseil. Et ça dit que ce sont les gouvernements et les chefs d'État de 27 qui décident l'approche stratégique de l'Union européenne. Et quand la Commission propose quelque chose, quand c'est législation, que ce soit une stratégie de service d'action externe, par exemple pour la politique externe, le Conseil est législateur de cela, et le Conseil donne l'approbation à la stratégie. Alors, les États, même s'ils ont des différences, finalement, et ça c'est important de savoir, dans le sein de l'Union européenne, dans le processus, dans le cadre des traités, ils sont on board avec tout ça qui se passe. Alors,
convaincre les États membres, je ne sais pas si c'est le bon mot d'utiliser, parce qu'ils sont vraiment une grande, peut-être une très importante partie dans mon domaine qui est politique extérieure de ce que se fait. Et c'est important de tenir ça en main. Qu'est-ce qu'on peut faire de la côté Parlement européen? Bien sûr, il y a le rôle du Parlement. Un de ce rôle est d'être vigilant pour que le traité soit suivi. C'est de vraiment questionner les propositions de politique et de législation qui viennent de la Commission, en fait, sur si elles sont... si elles vont dans la direction des traités, c'est d'être sûr que le budget soit utilisé d'une manière constructive et effective. Mais vraiment, je crois que nous avons beaucoup dans ce traité, nous avons beaucoup au niveau de chef d'État qui est là. Et peut-être pour finir ici, oui, il y a beaucoup de différences, on a de grands problèmes, mais comme l'indice aussi montre, et comme on sait, par rapport à autres démocraties dans le monde, il est important de dire que le processus démocratique est très fort, ce qui permet que de forces qui peut-être ne sont pas tant démocratiques ont aussi le même droit avec les autres forces d'être dans cette compétition électorale, mais ça fait part de la démocratie, et en même temps, combattre la désinformation fait partie aussi d'être vigilante par rapport au degré que cette force antidémocratique peut avoir de la force. Et on continue avec ce travail. Très optimiste, dernier mot, dans le domaine de politique externe, parce que ça, c'est un travail de politique externe. On a, pour la première fois, on a eu l'année passée une discussion et un accord entre les États membres de ce qui constitue menace à la sécurité et à la paix pour l'Union européenne. C'était la première fois que tous les services d'intelligence de 27 membres ont partagé ces informations. Et on a maintenant un document qui s'appelle la boussole stratégique. Et dans ce document, on a pour la première fois une analyse au niveau Union européenne, 27 États membres, de ce qu'on considère menace à la paix, sécurité et démocratie, parce que comme on a dit, paix, c'est aussi démocratie et sécurité. Et pour moi, à la réponse de votre question, ça fait preuve. La politique de défense a commencé en 1999, alors il y a presque 20 ans. Après 20 ans, on est ici aujourd'hui qu'on a un accord sur cela avec tous les chefs des États membres. Alors oui, il y a des différences, mais c'est important aussi de combattre le mythe de désinformation, que les différences sont plus que le point d'accord, parce qu'il y a une évolution au niveau de coïncidence de views, d'approche. On va avoir du coup 5 minutes pour avoir votre réponse et ensuite poser une dernière question à vous les lycéens. Votre expression, vous avez parlé de famille. Je ne sais pas si c'est simple dans votre famille, hein, mais ce n'est pas toujours simple. Mais il y a des fondamentaux sur lesquels vous allez revenir à un moment. Donc, je crois que c'est utile aussi de rappeler, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine, qu'il y a eu 11 trains de sanctions qui ont été votés par 27 des États membres. Même ceux qui ont des vues différentes, qui s'expriment un peu de ça. 11 fois, ils ont voté. Je crois que ça, il faut le rappeler quand même. Hein. Je crois que certains n'auraient pas parié là-dessus, hein, soyons clairs. Donc, la différence, c'est qu'effectivement, on est dans un ensemble, on a un socle vraiment important. Je parlais de valeurs, notamment de l'article 2, toutes ces valeurs et la démocratie. Et ça, quand certains dérogent, il y a des mécanismes. La différence, c'est qu'on a précisément ces mécanismes, souvent on parle de lourdeur, mais c'est des mécanismes qui nous permettent de discuter à 27 au lieu de se faire la guerre. Puisqu'on est dans ce domaine, je crois qu'il faut le rappeler. En termes de violation de valeurs, la Commission, par exemple, prend des mesures d'infraction vis-à-vis, très clairement, c'est connu, la Pologne, la Hongrie, il y a beaucoup d'infractions qui sont en cours. Je parlais du rapport sur l'état de droit avec des recommandations et des suivis pour les États membres quand il y a des problématiques. Et ça va sur l'ensemble des 27. Le Parlement européen prend des résolutions aussi dans le cadre de l'article 7. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes aussi pour dire, dans la famille, on ne touche pas au socle. Et quand on touche au socle, il y a des moyens pour activer et réagir. Et on en parle beaucoup dans le cadre de l'élargissement, puisqu'on rappelle l'importance que chacun, en arrivant,
signe en bas de ce socle. Et ça, c'est très important. Un dernier point peut-être sur comment je dirais, tuer dans l'œuf tout ce qui mine la démocratie et peut-être la compréhension mutuelle des 27, parce que c'est ça qui est important. En termes de désinformation, donc on a parlé au niveau EU versus Disinfo qui existe. Au niveau de la représentation, vous pouvez trouver sur les réseaux et sur le site les décodeurs de l'info. On a trouvé que la production de mythes européens est sans borne, très honnêtement. Donc on est à plus d'une centaine de fiches qui ont été produites, 2-3 pages, très simples. Parler de temps de lecture, ça sera très simple, très rapide pour vous, mais ça vous donne ça casse un certain nombre de mythes. On remonte aux plus vieux mythes, la baguette augmentée, c'est la faute à l'euro, à des mythes beaucoup plus récents sur effectivement les sanctions, la fonctionnalité des sanctions, que l'augmentation des prix de l'énergie, ça serait la faute de l'Europe. Voilà, tout ce type de choses, vous allez les retrouver. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord par la question de personnification, d'identification et de proximité. C'est la philosophie d'avoir des, entre guillemets, ambassades de la Commission européenne dans chacun des pays membres, eux-mêmes relayés par un maillage territorial, puisqu'on a 50 centres Europe Direct sur l'ensemble du territoire français. Et ça veut dire qu'effectivement, plus on limite le fossé, plus on voit que c'est des vrais gens qui comprennent les problèmes, qui sont là pour vous. Je crois que ça aide beaucoup à tuer les mythes. Mais en tout cas, quand vous voyez quelque chose qui a l'air très bizarre, allez sur nos réseaux, contactez la représentation, outre les centres Europe Direct. Et ensemble, on est là pour vous aider à vous donner des pistes pour retrouver en tout cas le chemin de la bonne information, pour vous faire votre propre idée en tant que citoyen européen, parce que lorsque le 9 juin 2024, vous devrez voter, il faut que vous ayez les clés en main. Après, vous votez comme vous voulez, mais dans une démocratie, c'est important d'avoir les faits. Et de challenger, en bon français, ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui vont faire campagne, pour exactement savoir ce qu'ils proposent, ce que ça veut dire concrètement derrière les mots, parce que c'est vous aussi qui faites vivre cette démocratie et qui empêche qu'elle soit mise dans un coin, dans les mains d'un petit nombre qui va après manipuler les opinions. Donc vous êtes les premiers acteurs de ça et c'est très important et on est là pour vous aider. Merci. Des applaudissements. Ouais, super. Alors, c'est vrai que nous, les centres Europe Direct, vous avez vu, vous pouvez nous retrouver Vire, Évreux, Caen, Rouen, et on se déplace un peu partout dans la Normandie. Vous pouvez nous contacter par les réseaux sociaux, sur le site internet. Avant que vous partiez, ce n'est pas fini, même s'il y a les applaudissements. Vous avez aussi de la documentation plus de l'indice dans la librairie du Parlement européen et du service de recherche qui vous a laissé aussi de la documentation. Peut-être que Eleni et Branislav, vous pourrez les recroiser aussi, vous pouvez discuter aussi à l'issue de l'atelier. Mais comme Valérie le rappelait, élection européenne le 9 juin 2024, et c'est nous qui devons challenger, nous citoyens, les candidats aux élections, et à poser des questions, à les interpeller, à les mettre aussi en défaut. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait le débat. Et on aurait aimé savoir, dernière question slido, quels sont justement les enjeux qui vous préoccupent le plus pour l'avenir de l'Europe? Et nous, Europe Direct, ce que vous allez dire là, on va le retenir. Et on vous prévoit aussi d'autres actions en Normandie pour les jeunes autour des élections européennes et notamment des rencontres avec les candidats. Donc ça va nous servir. Donc on vous invite à voter et on va faire le point ensuite et on clôturera l'atelier comme il se doit. Voilà. Puisque la cloche a sonné presque. C'est joli. C'est joli que la sonnerie du lycée. Vous avez la possibilité de cliquer sur plusieurs enjeux, je crois. Non, un seul? Ah, je ne sais pas. Ah ouais, choisissez bien. Je ne sais pas, Camille, est-ce qu'il y a plusieurs enjeux ou un seul? Un seul. Donc c'est un enjeu. Donc parmi la santé, l'éducation, la hausse des prix, l'inflation, la lutte contre la délinquance, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la précarité, les retraites, la protection de l'environnement, la lutte contre l'immigration et les institutions européennes plus démocratiques, quel est l'enjeu qui vous préoccupe le plus pour l'avenir de l'Europe? C'est dur de faire un choix, on le sait, parce qu'il y a des choses qui sont liées, qui sont très intrinsèques finalement à un grand sujet.
Mais vous pouvez voter. Si jamais ce petit point ne vous suffit pas de noter quel est un seul enjeu, vous pouvez toujours contacter le collectif normand européen à plusieurs. Et voilà, posez vos questions aussi, on sera ravis d'y répondre. Et on espère que vous avez retenu des choses de cet atelier, le triangle des institutions, l'outil de l'indice Normandie et nos contacts aussi. Voilà. Donc voilà, réfléchissez bien. Un seul choix, au moins, c'est pas un sondage scientifique, mais au moins ça nous donnera la température aussi des 140 lycéens qui sont ici. Et nous aussi pour continuer notre action avec vous. Encore quelques votes? On attend pour atteindre les 100 lycéens? Et les professeurs peuvent voter aussi, bien sûr. Allez, 88, c'est bon. Encore une petite dizaine. Qui n'a pas voté? Levez pas la main. Choisissez sur votre portable. Ah oui, on va voir le résultat. Oui, bien sûr. On attend Camille Caltier, qu'on n'a pas présenté non plus, qui gère tout le Slido. La lutte contre l'immigration. Donc, on a notre feuille de route aussi pour travailler dessus. Encore quelques votes. On n'a pas atteint les 100. Lutte contre la délinquance, non. Encore 2-3 votes pour qu'on ait alimente notre feuille de route jusqu'au 9 juin 2024 et pour que les candidats aussi apportent des réponses aux élections européennes. Tout le monde a voté? On va clore là puisque on a pratiquement tous les ça bouge un petit peu, tous les participants. Donc voilà certains de nos thèmes d'action pour la fin de l'année et tout ce premier semestre 2024. Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons remercier aussi les intervenants donc, du service de recherche du Parlement européen que vous pouvez retrouver donc, à la librairie. Merci à vous. Donc, merci à Branislav. Merci à Elena d'être toujours à nos côtés. Et aussi, merci à Valérie Drozé-Humez qui nous a rejoints, qui est donc la chef de la représentation de la Commission en France et qui, voilà, est notre chef aussi à nous des Centres Europe Direct. Donc un grand merci à vous et à très très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée, au revoir.